Hola, ¿qué tal? Soy Dani Mantilla y estamos en el set de Quinótico en San Sebastián, donde cada día, junto a Fred Film Radio, estamos haciendo entrevistas con el quién es quién del talento nacional e internacional. Hoy estamos con el equipo de Un Silencio, el director Joaquín Lafosse, welcome, y Emmanuel Devaux, bienvenida también. Voy con ellos ya directamente. Martín, nuestro traductor, que nos va a ayudar y vamos a hacer traducción consecutiva. Quería preguntar a Joaquín por el origen de la historia, porque ha estado hablando en la rueda de prensa de un caso muy famoso en Bélgica hace 25 años sobre un abogado, pero quería preguntarle si también había alguna influencia de un caso de un politólogo de hace 2 años en Francia, Olivier Duhamel. Quería preguntarle cómo ha alimentado la película. Donc la première question, c'est pour Joachim. Il voulait connaître un peu l'origine du film. Il a compris pendant la conférence de presse que ça semblait venir d'un cas il y a 25 ans en Belgique. Il voulait savoir aussi s'il y avait derrière le cas du politologue Olivier Duhamel qui a eu lieu en France il y a 2 ans. Non, vraiment, c'est le fait divers belge qui a emmené qui est le départ de l'écriture. Et puis aussi, surtout, une espèce de solidarité ou d'envie de défendre le fils et la mère, Astrid et Raphaël. En fait, le pari dès le premier jour d'écriture, c'était de dire comment on va faire pour qu'on puisse avoir une empathie pour eux, malgré la gravité de ce qu'ils ont vécu. No, realmente es el hecho real belga, el punto de partida y el inicio del guión y de la escritura. Uno de mis retos era, también quería hablar de la solidaridad y de las ganas de defender que tenía el hijo y la madre. El reto en la escritura era como buscar, como encontrar la empatía con ellos dos. Quería preguntarle a Manuel, porque dramáticamente es un papel muy potente, pero ¿por qué dudó durante 4 meses sobre si aceptar o no la película? Maintenant, la question est pour Emmanuel. C'est donc un rôle très, très puissant, très fort. Pourquoi avez-vous douté pendant plusieurs mois avant d'accepter le rôle? Non, mais j'ai pas douté. C'est que le premier... Il voulait pas le faire. C'est pas la même chose. Non, mais le premier scénario était presque du point de vue de l'homme. Et que je sentais bien que c'était un film important parce que pour une fois, on était du côté de la femme. Enfin, dans ce genre d'histoire, en général, c'est souvent un homme coupable et une femme qui voit le crime se faire. Et voilà. Mais sinon, après, la deuxième lecture de la deuxième mouture du scénario m'a complètement conquise. Au contraire, j'y suis allée avec joie. No he dudado. Lo que pasa es que la primera versión del guión era más el punto de vista del hombre y sentía que la peli era importante, pero es verdad que me entusiasmé mucho más con la segunda lectura o la segunda versión del guión, que ya le daba mucho más fuerza al personaje de la mujer y sentía que era importante. Seguimos hablando ahora de Un Silencio, pero vamos a ver un avance de El Superviviente de Auschwitz, una película que tenéis ya en cines, lo nuevo de Barry Levinson. Volvemos en 20 segundos. Quería preguntar también a Joaquín por cómo ha trabajado la dosificación de la información en la película, lo que muestra, lo que no, cómo organiza el misterio, la parte de thriller de la película. La question est maintenant sur la dosification de l'information, de ce que tu voulais montrer ou pas. Comment tu as travaillé cet équilibre? Ça, c'est un peu la même question pour tous les films. C'est-à-dire il y a toujours une crainte d'en dire trop et donc de devenir informatif plutôt qu'incarné, quoi. Donc tant qu'on peut, et en l'occurrence avec cette histoire-là et notre souhait d'écrire la difficulté de dire, mais finalement il y a aussi des scènes très écrites et très parlées. J'ai tes échanges avec ton frère au téléphone, Avec la fille. avec sa fille. Donc c'est pas vrai. Le silence dont on parle, ce n'est pas l'absence de mots. C'est le silence, c'est l'impossible appel à l'aide en fait.
C'est que personne de l'extérieur ne vient entendre. Et surtout, on ne dit à personne de l'extérieur, surtout parce on est atteint par le poison du crime, en fait. Es un poco este reto del equilibrio, es un poco el mismo reto en todas las películas, o en todo caso en todas mis películas, el miedo de contar o de decir algo más, de ser de alguna manera más informativo que encarnar en los personajes. Y obviamente con esta historia era difícil, había esta dificultad, ¿no? Sobre todo porque se llama Un silencio, ¿no? Pero sin embargo hay secuencias muy habladas, como los intercambios por teléfono de ella, por ejemplo. Lo que es importante en la peli, en el título, es que el silencio no es una ausencia de palabras, sino más bien la imposibilidad de hablar o de llamar o de pedir ayuda. Porque realmente no se consigue hablar con el exterior o llamar la atención al exterior. Es decir, no se cuenta nada y se sigue manteniendo el veneno del crimen. Et l'écriture, elle existe que si elle est l'incarnation d'un corps, d'une respiration, d'un rythme. Et ça, si ce rythme-là, il n'y a pas la bonne respiration, s'il n'y a pas le bon étouffement au bon moment, pour moi, il n'y a pas d'écriture, en fait. Ça ne vaut rien. C'est le constat qu'on a fait en commençant le film. Hein. À ce moment-là, comme il y a aussi cette obligation de ne pas réussir à dire, mais comment faire pour dire sans les mots, quoi. C'est tout le temps du symptôme, en fait. Enfin, du symptôme, je ne tire pas des mots. Sí, es lo que yo creo. O sea, la escritura cinematográfica no tiene sentido si no se encarna en un ritmo, en un cuerpo, en una respiración. Es toda la dificultad de la escritura cinematográfica. Entonces, considero que si no hay esto, esta encarnación, hemos fracasado. Y era la dificultad de cómo encarnar algo que no se habla, cómo conseguir encarnar un silencio a través de estos síntomas, que pueden ser el cuerpo u otra cosa. Quería preguntarle a Manuel, porque hay una cita que es muy interesante de Victoria Abril, la actriz española, que dice que el trabajo de los actores es ser como el abogado defensor de sus personajes, que no puede juzgarles, sino que tiene que intentar defenderles y presentar como la mejor versión de su historia, de su punto de vista. Si está de acuerdo ella. Il y avait une phrase de l'actrice espagnole Victoria Abril qui, il y a plusieurs années, avait dit que une des grandes difficultés des travaux des acteurs, c'est d'incarner les personnages en étant les avocats ou les défenseurs de leurs propres personnages sans les juger. Comment tu penses cela par rapport à ton rôle et à ton personnage dans ce film ? Mais c'est étrange parce que c'est pas du tout c'est un personnage que je n'ai jamais jugé et que j'ai fait mien absolument tout de suite. Donc j'ai même pas eu besoin de prendre des distances, essayer de la comprendre, de faire tout un travail comme ça, puisque tout de suite, je sais pas comment dire, c'était comme si c'était moi. Il y avait quelque chose d'une identification absolue au nom de toutes les femmes. Non, mais oui, je pense que Joachim a bien fait de me confier ce rôle. En tout cas, c'est manifestement, de moi, ce que j'ai vu, c'est la morale d'Emmanuel. Mais c'est même pas dit. C'est inenvisageable d'aller sur un plateau sans... Bah oui, c'est pas possible. Ça ne m'est jamais arrivé de juger un de mes personnages, quel qu'il soit. J'ai toujours l'impression que je suis dans mon bon droit, que j'agis, même si je sais que c'est pas très bien pour certains films, enfin c'est arrivé, mais non, mais il y a une sorte de chose qui se met en place en moi quand je joue un personnage qui est vraiment absolument sans aucun jugement, mais c'est comme ça. Sí, es extraño porque justamente he sentido desde el principio que no he juzgado a este personaje, lo he hecho directamente mío
y no he necesitado ni distanciarme ni entenderla, ¿no? Ha sido enseguida, y igual es por eso que Joaquín confió en mí, ¿no? Hubo una identificación absoluta, igual en nombre de todas las mujeres, pero que era algo inconsciente casi. Y creo que yendo más allá para referirme a tu frase, yendo más allá de esta película, creo que no he juzgado nunca a ninguno de mis personajes, aunque hay algunos con los que no estoy de acuerdo o no me gusta lo que hacen, pero nunca he entrado realmente a juzgar. Es decir, creo que hay que encarnar el personaje efectivamente para seguir con tu frase y sin juicio. ¿Y Joaquín añadió algo más? Sí, Joaquín dijo que era la moral de Manuel, que pensó que por eso no tuvo que juzgarla. Quería preguntarle a Joaquín, última pregunta. Él hablaba que era necesario que ahora contemos más historias sobre la vergüenza y sobre estos silencios que se nos han impuesto muchas veces desde fuera. Si cree que es algo que puede llegar a afectar también pues, a lo que ha pasado, a la cultura de abusos que ha habido en el cine durante mucho tiempo. Igual, si cree que dentro de 5 años puede haber una historia similar, pero ambientada en la industria del cine, como hemos visto a raíz del Me Too y estas historias que se han denunciado. Una historia como la de la peli. Sí, en esta necesidad de enterrar la vergüenza y esos silencios, si cree que también puede saltar a un mundo como el del cine. Donc, effectivement, le film parle du silence, comme tu l'as dit, beaucoup de la honte, qui affecte, comme on le sait, notamment, puisque c'est sorti tout le monde du cinéma après MeToo. Est-ce que tu penses que ce qui se passe dans ce film pourrait affecter le monde du cinéma aussi? Il me semble que, peut-être je comprends pas bien la question, mais il me semble que ça y est, c'est en marche. On commence à mesurer la nécessité de savoir entendre, d'entendre avec justesse et aussi d'inviter à parler. Mais si on invite les gens à parler, il faut mesurer la difficulté et le danger que ça représente et de ne pas juger la durée du silence, parce que ça peut être, les gens font comme ils peuvent. Parfois, on met 20 ans à parler, mais on n'est pas un criminel pour autant. Et je pense que raisonner comme ça, c'est une manière à inviter les gens à parler. Parce que si vous dites aux gens que quand ils parlent pas, c'est des criminels, mais ça leur donne encore moins envie de parler, quoi. Yo creo que ya se está empezando a hacer en el cine, o sea, lo hemos visto, la gente está empezando a hablar, hay que invitar más a hablar, pero también hay que medir la dificultad y el peligro de todo esto intentando sin juzgar. Es decir, de lo que habla la peli, de lo que quiero transmitir, es que no hay que juzgar la duración del silencio como ser parte del crimen o como criminal, ¿no? La gente realmente creo que hace lo que puede, y si tardan 20 años, pues hay que aceptarlo, en el sentido es que si se les obliga a hablar, yo creo que la cosa va a ser peor. Y una última pregunta, nuestros amigos de Filmin quieren saber cuál fue la película que marcó sus vidas, igual que les llevó a querer hacer cine o a enamorarse del cine. Et une dernière question pour nos amis de Filmin, savoir quel film vous a marqué, vous a donné dans votre vie, vous a donné envie de faire du cinéma. Non, mais il y en a quand même beaucoup, mais je crois que la première fois où j'ai vu un film où je me suis dit « Ah, c'est ça le cinéma », c'est Barry Lyndon de Kubrick. Je l'ai vu, je crois que j'avais même pas l'âge requis pour le voir. J'avais 12 ans et demi ou un truc comme ça. Et ça, voilà, je dis « Ah, bah alors, voilà, ça c'est le cinéma ». Bueno, hay muchas pelis, pero si tuviera que decir solo una, creo que diría Barry Lyndon de Kubrick, además porque era bastante joven, tenía unos 12 años y es realmente cuando pensé, esto es cine. ¿Y Joaquín? Moi, je l'ai dit très souvent, c'est E.T.
Le soir même de la projection, j'avais l'âge d'Eliott, c'est-à-dire 7-8 ans, et j'ai rêvé que je me retrouvais sur un plateau de cinéma à discuter avec le petit l'acteur qui était dans le costume d'E.T. Et 20 ans plus tard, 20 ans après cette vision, je me suis souvenu que mon père, à la sortie du film, m'avait expliqué qui était Steven Spielberg et quel était son travail et tout ça. Voilà. Hay muchas pelis, pero también si tuviese que decir una, de hecho lo repito mucho, es ST. Porque yo cuando la vi tenía la edad de Elliot y aquella noche, la noche en que vi la peli, tuve un sueño en el que estaba en un plató de cine y estaba hablando con el actor que encarnaba en el muñeco de E.T. Y luego también en aquel momento pues mi padre me explicó quién era Steven Spielberg y todo esto. Muchas gracias. Merci. Muchas gracias. Seguimos en quinótico.es, la primera con K, la segunda con C, y ya sabéis, id a ver Un silencio cuando se estrene. Gracias.